Bonjour à tous, alors on se retrouve sur un cours en finance, en théorie financière. Le nom du cours c'est ADM 2750 et on va parler de l'efficience des marchés financiers et de la finance comportementale dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo elle va être principalement divisée en deux parties. Du coup d'abord on va parler de l'efficience des marchés, qu'est-ce qu'il y aura un marché efficient, dans quel cas il est inefficient et quels sont les différents types de marchés efficients. Puis dans un second temps, on va parler de finances comportementales, donc le comportement des investisseurs individuels, etc. Donc on va tout de suite commencer. On va commencer par la partie marché efficient. Par définition, un marché efficient, c'est quoi? C'est lorsque le prix du marché, c'est une estimation non biaisée de la vraie valeur de l'actif. Ça veut dire que ça reflète toute l'information qu'il y a sur le marché. Alors attention, ça ne veut pas dire que le prix est égal à la valeur de l'actif. Non, ça veut juste dire qu'il y a autant de chances que l'actif soit surévalué qu'il soit sous-évalué. Et donc du coup, les erreurs de prix sont aléatoires. Il n'y a pas genre une tendance vers surévaluer ou sous-évaluer. Et sur le long terme, les anomalies de prix, donc surévaluées, sous-évaluées, elles vont tendre vers la valeur intrinsèque de l'actif à long terme. Donc pour un marché efficient, on a besoin de 4 critères qui vont faire que si ces 4 critères sont cochés, alors c'est un marché efficient. Le premier, comme on l'a dit, c'est le fait que le prix de l'action va refléter toute l'information disponible. Donc ça, c'est le premier critère. Le second critère, c'est qu'il y ait de nombreux investisseurs et que tous, ils ont comme objectif de maximiser leurs profits. Donc c'est des individus rationnels. Le troisième critère, c'est que l'information circule librement et sans coût. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de payer quelque chose pour avoir accès à l'information. Et enfin, le quatrième critère, c'est que toute nouvelle information, quelque chose qui arrive de nouveau sur le marché, est définie comme une surprise et aléatoire. Donc on ne peut pas le prédire à l'avance, on n'a pas de schéma ou de prédiction. Genre, toute nouvelle information est quelque chose de nouveau qu'on n'aurait pas pu anticiper. Voilà. Donc ça c'est pour définir le marché efficient. Donc là on va se poser deux questions. D'abord en premier temps on va se demander est-ce que l'analyse technique, donc on va déjà définir c'est quoi l'analyse technique. L'analyse technique c'est en gros les méthodes d'analyse des marchés financiers qui vont être basées et centrées sur l'étude des données historiques en termes de prix et en termes de volume des transactions pour identifier genre un certain schéma ou genre certaines prédictions ou certaines tendances qu'il y a pour prédire les prix futurs ou les volumes futurs. Et donc à partir de cette analyse technique, on va se poser des questions. D'abord, est-ce qu'on peut déceler un marché efficient et est-ce qu'avec l'analyse technique, on peut déceler un marché inefficient. Donc on va d'abord commencer par inefficient. En effet, l'analyse technique nous permet de déceler trois types de marchés inefficients. Tout d'abord, la première, on a l'anomalie des prix, on a le volume des transactions et on a l'analyse comparative. Donc pour ce qui est de l'anomalie des prix, en gros, ça voudrait dire qu'il y a un écart vraiment significatif entre la valeur de l'action, sa valeur intrinsèque et le prix du marché. Donc soit il est beaucoup trop surévalué, soit il est beaucoup trop sous-évalué. Et donc quand on constate ça, alors c'est un marché inefficient de type anomalie de prix. Deuxième cas, on a le volume des transactions. Donc le volume des transactions, c'est quand il y a un changement soudain du volume de transactions d'une action, alors que son prix n'a pas particulièrement changé. Genre il a peut-être un peu augmenté ou un peu diminué ou peut-être pas changé du tout, mais tout d'un coup, genre il y a beaucoup de gens qui se mettent à acheter cette action ou à vendre cette action sans qu'il y ait de raison valable. Alors là, c'est une anomalie d'un marché inefficient et on dit que ça c'est un volume de transactions. Et le troisième cas, c'est l'analyse comparative. Donc c'est en gros qu'un actif, par rapport à ses pairs, par rapport aux autres actifs qui lui ressemblent, il connaît des actions différentes. Genre il a un comportement, il se vend plus ou il se vend moins, différemment par rapport aux autres actifs qui ont à peu près la même valeur ou qui sont similaires du même secteur. Donc ça c'est les trois types de marchés inefficients qu'on constate grâce à l'analyse technique. Maintenant, on va utiliser l'analyse technique pour déceler des marchés efficients. Ok, donc on a vu
les 3 types de marchés inefficients que l'analyse technique nous permet de déceler. Maintenant, on va voir les 3 types de marchés efficients que l'analyse technique nous permet de déceler. Alors tout d'abord, on va avoir, encore une fois, comme pour inefficient, volume de transactions, mais dans le bon sens. Dans le sens où s'il y a un volume élevé de transactions et régulier, ça veut dire que c'est un marché efficient. Genre, voilà, c'est tout ça, aussi simple que ça. Deuxième marché efficient, type de marché efficient grâce à l'analyse technique, c'est l'absence de tendance prévisible. C'est-à-dire, quelles que soient les études que tu fais, des prix, des actifs, etc., tu auras du mal à prédire quoi que ce soit. Tu pourras pas prédire, ouais, celui-là, cet actif-là, ça va augmenter, ça va diminuer. Genre, quand tu n'arrives pas à prédire, ça veut dire que le marché est efficient. Et enfin, le dernier type de marché efficient grâce à l'analyse technique, c'est la limitation de la réflexivité. Donc en gros, en fait, l'analyse technique, elle a tendance à être autoréalisatrice. Ça veut dire que le fait que les gens vont analyser et essayer de deviner des schémas, et ils vont peut-être dire que ouais, ça c'est un schéma potentiel, bah, ça va influencer les investisseurs dans leurs décisions. Et donc automatiquement, ils vont réaliser ce schéma, même si à la base, il n'allait pas se produire. Genre, le fait de prédire quelque chose, ben, ça va influencer les investisseurs qui vont faire que ça va se produire. Alors qu'à la base, si peut-être c'était pas reconnu ce schéma, ça serait pas produit. Donc ça, genre quand la réflexivité réflexivité elle est limitée, donc c'est pas possible en gros ça. Genre l'autorisation de l'auto-réalisation de l'analyse technique n'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est un marché plutôt efficient. Voilà, donc pour le moment résumé juste ce qu'on a fait, on a défini c'est quoi un marché efficient, on a vu c'est quoi les 4 critères qui composent le marché efficient. Grâce à l'analyse technique, on a vu quels sont les 3 types de marchés inefficients et 3 types de marchés efficients, genre des critères qui pourraient qualifier ce marché efficient ou inefficient. On va maintenant parler de l'alpha d'une action. Donc l'alpha d'une action, c'est quoi? En gros, c'est la différence entre la rentabilité espérée et la rentabilité exigée. Donc alpha est égal à E de RI moins RI, tout simplement. Et rappelons que RI, ça va être RF, donc le taux sans risque, plus bêta, facteur de l'espérance de RM, donc du rendement de marché, l'espérance de rendement de marché, moins RF, donc le taux sans risque, le tout multiplié par bêta du marché. Pardon, bêta de l'action. Oui, bêta de l'action. Et donc, qu'est-ce que nous permet de dire ce alpha? En gros, quand alpha est égal à 0, alors le marché est efficient. Et graphiquement, ça voudrait dire que tous les titres et tous les portefeuilles se situent sur la droite de MEDAF. Ça, on l'a vu le chapitre dernier. Je vous invite à consulter l'autre vidéo si je l'ai postée pour parler de la droite de MEDAF. Mais en gros, quand alpha est égal à 0, ça veut dire que tous les actifs et tous les portefeuilles se situent sur la droite de MEDAF. Et donc que c'est un marché efficient. Alors maintenant, la valeur d'alpha, genre les investisseurs ils vont viser un alpha positif, négatif, légèrement positif, légèrement négatif. Tout ça, ça dépend de genre leur profil de risque, s'ils sont averses au risque, s'ils ne le sont pas, ça dépend de leurs objectifs d'investissement, ça dépend de pas mal de facteurs. Et on peut différencier différentes stratégies en termes de choix du alpha. Genre on a la stratégie momentum, l'approche contrariante, la stratégie de valeur, la pondération du portefeuille. Bon, c'est juste c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'entrer en détail, mais par exemple, pondération du portefeuille, ça serait prendre des actions dans son portefeuille avec un alpha positif et prendre d'autres avec un alpha négatif. Comme ça, le portefeuille il est également pondéré. L'alpha est à peu près égal à 0 de l'entièreté du portefeuille. Mais voilà, donc il y a différents types de stratégies. Maintenant, vis-à-vis de alpha, on va remarquer que sur le marché, les titres qui vont avoir un alpha positif, ben, leur rentabilité elle va espérée, elle va diminuer. Parce qu'on rappelons alpha, c'est quoi? C'est rentabilité espérée moins la rentabilité. Et donc, si jamais la rentabilité espérée elle est plus haute que la rentabilité, ben, alpha va être positif. Et donc les titres qui ont alpha positif, on va remarquer avec un marché efficient que alpha va tendance à tendre vers 0 pour rendre le marché efficient et donc la rentabilité espérée va diminuer. A l'inverse, pour les actifs avec un alpha négatif, donc
rentabilité espérée moins la rentabilité, on va remarquer, donc ça donne un truc négatif, on va remarquer que la rentabilité espérée, elle va augmenter afin de faire tendre alpha vers 0, se rapprocher. Alors en gros, on voudrait que la rentabilité espérée est égale à la rentabilité. C'est tout. Et donc l'efficience de marché, elle est due à quoi? Elle est juste due à la concurrence entre les investisseurs. Donc en gros, quand il y a une nouvelle information qui est connue, bah, il y a une analyse de cette information. Ensuite, basée sur cette analyse, il y a des actions qui vont être entreprises. Genre, il y aura des échanges et les investisseurs vont vendre ou acheter certaines actions ou certains titres. Et donc, les nouveaux prix vis-à-vis de ces échanges vont refléter les nouvelles informations publiques disponibles. Alors là, normalement, on devrait parler du comportement des investisseurs, mais je vais laisser ça pour la deuxième partie. On va maintenant directement passer au modèle de multifactoriel d'évaluation des actifs financiers. Donc c'est pour parler d'efficience des marchés, etc. Donc rappelons que la rentabilité espérée d'un portefeuille est exprimée par le taux sans risque, donc RF, plus bêta bêta d'un portefeuille efficient fois, entre parenthèses, l'espérance du portefeuille efficient moins le taux sans risque, bêta fois tout ça. Ok, donc ça c'est la formule pour la rentabilité espérée d'un portefeuille. On est d'accord? Alors il faut prendre en compte qu'il y a certaines anomalies de marché qui vont faire que Donc il y a certaines anomalies de marché qui vont faire débat sur l'efficience de marché. Ça veut dire qu'on aura des doutes sur l'efficience. Et donc pour ajuster cette formule de rentabilité espérée, on va prendre en compte ces anomalies de marché et on va ajouter 3 nouveaux portefeuilles à la formule. Donc comme vous pouvez le voir, là on a pris taux sans risque, on a ajouté le portefeuille de marché. On va ajouter 3 autres portefeuilles, chacun basé sur des anomalies de marché. Donc quelles sont les anomalies de marché sur lesquelles on va se baser? Il y a 3 anomalies de marché qu'on va prendre en compte pour ajouter dans le portefeuille. Donc il y a l'effet de momentum. En gros, c'est le fait d'acheter des actions qui ont des rentabilités élevées au cours des dernières périodes et de vendre à découvert les actions avec et de vendre à découvert les actions avec une rentabilité faible. Donc ça c'est une anomalie de marché. Puis on a l'effet de taille et on a l'effet ratio book to market. Bref, ces 3 anomalies de marché là. Et ces 3-là, elles vont donner naissance à un portefeuille chacune. Par exemple, effet momentum va donner naissance au portefeuille MOM, M-O-M, momentum. L'effet de taille va donner naissance au portefeuille Small minus Big, on appelle ça SMB. Puis l'effet de ratio book market va donner naissance au portefeuille High minus Low, donc HML. Et donc on a le modèle multifactoriel à la Frama French Carreto FFC qui va nous donner une nouvelle formule qui reprend la formule à la base de l'espérance du rendement espéré, et elle va ajouter ces 3 nouveaux portefeuilles. C'est quoi la formule? Hyper simple, je reprends la formule d'avant, donc on prend le taux sans risque, plus on ajoute bêta fois le portefeuille de marché. Ok, si vous voulez que je rappelle la formule, c'est donc ça va avoir bêta, facteur entre parenthèses, E de RM, donc l'espérance du portefeuille de marché, moins le taux sans risque, le taux fois bêta. Donc ça c'est le portefeuille de marché. Puis on ajoute les 3 nouveaux portefeuilles dont on vient de parler. On va rajouter SMB, donc c'est par rapport à l'effet de taille. Donc on va faire bêta de SMB fois l'espérance de SMB. Ça c'est des valeurs qui vous est données dans l'exercice. Soit elles vont être données dans le tableau, soit dans l'énoncé, peu importe. Donc bêta fois SMB, plus le portefeuille du ratio book market, donc on va faire bêta de HML fois l'espérance de rendement de HML, plus l'effet momentum, donc on va faire bêta effet de momentum fois l'espérance de momentum. Easy. Donc ça c'était pour le modèle multifactoriel d'évaluation des actifs financiers. Donc ça permet de prendre en compte les anomalies de marché dans le calcul de l'espérance de rendement. Donc on a juste amélioré en gros la formule de base. Maintenant on va parler de 3 formes d'efficience de marché. Ok, donc dans les marchés efficients, il y a des sous-catégories. Ok, donc oui, on distingue un marché inefficient et un marché efficient. Mais même lorsque le marché est efficient, il y a différents types de marchés efficients.
Donc on a la forme faible d'efficience, la forme semi-forte, puis la forme forte. Ok, on va faire les trois à peu près en même temps pour que vous puissiez voir un peu la différence. Donc dans la forme faible d'efficience, en gros les prix vont refléter toute l'information vis-à-vis des transactions historiques. Donc l'information disponible, c'est les transactions historiques. Donc ça c'est pour faible. Maintenant pour semi-faible, on a les transactions historiques, donc on a déjà la forme numéro 1, et on va ajouter l'information publique. Donc en mode, il y a un peu plus d'informations. Puis pour la forme numéro 3, qui est forte, efficience, la forme forte, bah dans ce cas-là, on a et le 1 et le 2, donc on a et les transactions historiques et les transactions publiques, et on ajoute juste les transactions privées. Donc en gros, le 1 c'est le plus complet. Si on part du moins complet, c'est faible. Donc faible, il y a juste les transactions historiques. Puis un peu plus gros, on a semi-forte, où il y a et les transactions historiques et les transactions les informations publiques. Et enfin, là, avec toute l'information, donc la forme d'efficience forte, on a les transactions historiques, on a on a les informations publiques, puis on a les informations privées. Ok. Donc la différence entre ces trois marchés, le premier marché, donc avec la forme faible, il est vérifié si et seulement si les faits historiques ne permettent pas de prédire ou de faire des prédictions sur les mouvements des prix futurs. Donc ça c'est une des conditions qu'on a vues au tout début sur les marchés efficients, comme quoi genre on ne peut pas prédire à l'avance les schémas ou quoi que ce soit. Et du coup si c'est respecté, théoriquement l'analyse technique est inutile, parce que même si tu fais des analyses pendant des heures, tu ne pourras pas arriver à un schéma. Et dans le cas où tu réussis à trouver un schéma où ça marche, et ben ça disparaît dès que tu le reconnais. Donc supposons que tu es le premier à reconnaître un petit schéma, et une fois que ce schéma, les gens ils arrivent à le voir, genre tout le monde arrive à déceler ce schéma, mais il s'efface. Une fois que ce schéma est reconnu, et ben il n'est plus valable, il ne s'applique plus. Donc maintenant pour la deuxième forme semi-forte, elle est vérifiée si et seulement si le prix est ajusté rapidement après que la nouvelle information est ajoutée. Donc une fois que l'information publique est accessible, ben, le prix s'ajuste rapidement vis-à-vis de ça. Et encore une fois, les prédictions ne sont pas possibles. Enfin, dernière forme, la forme d'efficience forte, aller vérifier si les informations publiques et privilégiées n'aident en rien aux prédictions. Donc en gros, les trois sont vérifiés si ça n'aide pas les prédictions. Par contre, pour la forme forte, on déniche une petite définition, un petit cas nouveau, c'est le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est quoi? Ça doit sûrement vous être familier si je vous en parle. En gros, c'est le fait de réaliser une décision, mais vis-à-vis d'informations qui sont privées, d'informations privilégiées qui ne sont pas connues du public. À titre d'exemple, si tu as une amie ou vous possédez quelqu'un que vous connaissez qui est je sais pas, PDG aussi ou d'une entreprise qui a beaucoup d'actions, etc. et que vous savez à l'avance les actions que cette entreprise va faire, qui ne sont pas encore divulguées au public, et vous pouvez agir sur vos actions pour éviter des pertes ou bien effectuer des gains vis-à-vis de cette information qui n'est pas encore accessible. Et donc on appelle ça du coup un délit d'initié. Donc ça c'est par rapport à la forme forte, efficience forte. Donc ça c'était par rapport à tout ce qui est marché efficient. Donc pour conclure sur les marchés efficients, l'efficience de marché ne fait pas en sorte que tu ne peux pas faire d'argent. Non, pas du tout. L'efficience de marché n'encourage pas à mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc elle encourage au contraire, genre elle va pas récompenser ceux qui ont que des actions avec le même rendement ou que la même action. Genre ils encouragent la diversification du portefeuille. Puis enfin, l'efficience du marché en moyenne fait en sorte que tu obtiens les rendements appropriés vis-à-vis de tes risques. Donc ça c'est tout ce qui était par rapport à l'efficience de marché. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y aurait deux parties. D'abord on va parler de l'efficience de marché, ce qui maintenant est complété. On va faire un résumé de tout ce qu'on a vu. Et ensuite on va parler de la finance comportementale. Juste pour résumer qu'est-ce qu'on a vu dans l'efficience de marché. On a commencé par la définition. On a défini les 4 facteurs principaux qui vont définir un marché efficient. Puis on a vu que grâce à l'analyse technique, on peut définir quel marché est efficient. On a 3 types de marchés efficients et quel marché est inefficient.
Ok. On a vu ce qu'était alpha, ce qui représentait. Ensuite, on a pu voir les anomalies de marché et comment, avec ces anomalies, on a pu ajuster la formule de rendement espéré. Et enfin, on a vu les 3 types de marché efficients avec faible, semi-faible, semi-forte et forte. Donc ça, c'était pour les marchés efficients. On va maintenant passer à la finance comportementale. Alors, la finance comportementale, donc en gros, c'est le comportement des individus, des investisseurs individuels. C'est vraiment pas compliqué. En gros, on dit, c'est juste un mode différents types de comportements qu'on a pu constater chez les investisseurs. Tout d'abord, on a le biais de familiarité. Donc le biais de familiarité, c'est quoi? C'est quand un investisseur a davantage tendance à prendre des décisions. En fait, on remarque qu'un investisseur, il a davantage tendance à prendre des décisions risquées si il est connaisseur du problème. Donc si par exemple il connaît l'entreprise, si c'est une entreprise locale, donc ça on va l'appeler home biais. Ou bien genre, si par exemple il va acheter des titres de son employeur, de l'entreprise de son employeur. Enfin voilà, il reste dans tout ce qui lui est familier. Ensuite, on a en deuxième, on a les préoccupations relatives en termes de richesse. En gros, pour faire simple, c'est les individus qui vont recopier les décisions d'investissement de leur entourage pour essayer d'acquérir la même richesse. En 3, on a l'excès de confiance. Donc, ça va être l'investisseur qui va surestimer la précision de l'information qu'il possède. Il a beaucoup trop confiance en ses prédictions. Étant donné qu'il a beaucoup trop confiance en ses prédictions, ben, dès qu'il y aura une information qui va confirmer ses prédictions, ben, il va surréagir, genre il va faire beaucoup plus que ce qu'il devrait faire. Et dès qu'il y aura une information qui va contredire ses prédictions, ben, il va soit sous-réagir, soit ignorer l'information. Et ça va faire qu'il va prendre beaucoup de temps à ajuster ses prédictions. Donc ça c'est pour le profil excès de confiance. Ensuite en quatrième on a le conformisme. Le conformisme, c'est easy, c'est en gros il suit le troupeau, il suit la tendance. Si tout le monde va acheter cette action, lui aussi il va acheter cette action. Si tout le monde va vendre, lui aussi il va vendre. Il suit le troupeau. En 5, on a différents types d'influences. On définit toutes les influences qui vont impacter les décisions d'un investisseur. Donc il y a les événements, il y a les annonces, il y a les articles de journaux, les publicités, l'humeur, l'expérience, etc. En numéro 6, on a l'erreur du joueur. En gros, l'erreur du joueur, c'est croire que le fait de perdre à plusieurs reprises va faire que tu as de plus en plus de chances de gagner la prochaine fois. Alors qu'en réalité, dans ce type de situation, chaque gain et perte est indépendamment des gains et pertes passés. Et enfin, on a la théorie des perspectives. Donc la théorie des perspectives, on en distingue deux. On a déjà d'abord l'effet de contexte. L'effet de contexte, c'est le fait d'évaluer les revenus d'une perception vis-à-vis d'une situation de référence. Par exemple, tu vas juger le revenu de la perception vis-à-vis d'un truc que toi tu as choisi. Par exemple, une entreprise a pour objectif d'atteindre, je sais pas, 60 000 $ à la fin de l'année comme chiffre d'affaires. Et du coup, il y en a qui vont dire, et supposons l'entreprise a gagné, genre, elle a atteint 40 000 $, ce qui est en dessous de l'objectif. Donc, d'un point de vue, genre, sans comparer, tu n'as pas atteint l'objectif. Mais l'effet de contexte va faire que quelqu'un pourrait comparer en mode, oui, mais l'année dernière, on a fait que 20 000. Donc, c'est positif. Donc en fait, il va comparer les revenus de sa perception vis-à-vis d'une situation de référence et ça va faire qu'il va interpréter l'information différemment. Donc ça c'est pour l'effet de contexte. Puis on a l'effet de disposition. En gros, l'effet de disposition, ça fait que l'investisseur va réagir différemment en fonction de si c'est une perte ou si c'est un gain. Donc en gros, si c'est un gain, ben, il va tenter de prendre le gain certain et plutôt que genre de rester sur l'incertain où il pourrait tout perdre. Donc genre dès qu'il voit qu'il est en situation de gain, il préfère vendre son action vite parce que comme ça il récupère les gains certains au lieu de la garder, il prend le risque que ça redescende et qu'il ne gagne rien. Alors que s'il est en situation de perte, ben, il va tendance, au lieu de prendre la perte certaine, il va tendance à rester dans l'incertain, donc garder l'action longtemps en gardant la chance que ça remonte peut-être et que du coup il puisse ne pas faire de perte. Et donc sur le schéma, on peut constater qu'en termes d'utilité,
bah, la courbe des gains, elle est beaucoup plus genre vers Ln, et la courbe, la courbe des pertes elle est beaucoup plus vers l'exponentielle. Et ça c'est expliqué par le fait que du coup les investisseurs, ben, ils vendent leurs actions gagnantes beaucoup trop tôt, genre dès qu'ils voient que ça gagne, ben, ils vendent parce qu'ils ont trop peur de perdre, et donc en situation de gain, ils deviennent riscophobes. Et en situation de perte, ben, ils la gardent beaucoup trop longtemps pour entretenir l'espoir que ça remonte à un moment. Et donc là, bizarrement, ils deviennent riscophiles. Voilà, ils deviennent riscophiles. Et en gros, on dit que la valeur absolue de l'utilité des gains est inférieure à la valeur absolue de l'utilité des pertes. Donc ça, c'est par rapport à la théorie des perspectives pour la disposition. Donc là, on a pu voir différents types de comportements des investisseurs individuels. Donc on a vu le biais de familiarité, la préoccupation relative en termes de richesse, l'excès de confiance, le conformisme, les influences, l'erreur du joueur et la théorie des perspectives. Enfin, juste dernier petit point, on remarque une certaine segmentation mentale. En gros, c'est que ça induit un investisseur à considérer des placements individuellement plutôt. Genre, en fait, il considère ses placements d'une façon individuelle au lieu d'évaluer le portefeuille d'un point de vue global. Et ça fait que son comportement, généralement, il est irrationnel. Voilà. Donc, on a parlé des marchés efficients. On a parlé des comportements vis-à-vis de la finance comportementale, donc le comportement des investisseurs vis-à-vis de certains profils, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été constructive, que vous avez appris des choses et que j'ai su expliquer les choses correctement. Merci de votre visionnage. Bisous.